Un zoom aujourd'hui sur la dictature cambodgienne des Khmers rouges. Mon invité a vécu cette période de 75 à 79 alors qu'elle n'était qu'un enfant. Elle publie cet ouvrage en forme de documentaire « Ma prison sans mur ». Blandine Soquet, bonjour madame. Bonjour monsieur. Il est un mot, madame, qui revient dans votre ouvrage, c'est le mot « Angkar ». Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Angkar, c'est-à-dire que ce gouvernement, c'est la loi. Le gouvernement, donc, de Pol Pot. C'est-à-dire qu'il donne un nom qui s'appelle Angkar, mais ils sont prononcés gouvernement. D'accord. Ça veut dire le gouvernement. Ce mot-là, c'est emploi. Angkar, c'est gouvernement, mais ils sont précisés, c'est voilà le terme. Gouvernement, c'est la loi. Quand on parlait Angkar, c'est la loi. C'est la loi donc du régime des Khmers rouges, voilà, de Pol Pot. Voilà. C'est-à-dire Angkar, c'est la loi de Pol Pot. Alors, on va essayer de montrer à nos téléspectateurs un petit peu le récit de cet ouvrage sans tout dévoiler. Votre ouvrage commence avec la prise du pouvoir de Pol Pot, donc en 1975. À ce moment-là, vous assistez au saccage du commerce de votre maman, qui doit s'enfuir. Vous vous retrouvez alors seul avec votre grand-mère, qui finit par vous perdre avec votre frère. Puis vous êtes adopté par un chef régional Khmer rouge, et c'est à ce moment-là que vous êtes séparé de votre frère. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos conditions de vie au sein de cette famille adoptive de Khmer rouge ? C'est-à-dire que, voilà, quand on est adopté, on a séparé rapidement entre moi et mon frère. C'est-à-dire que le garçon et les filles sont séparés, vivent en groupe, les petites filles vivent en groupe petites filles, garçons vivent en groupe peut-être garçons. Et c'est ce moment-là que je vois plus mon frère, je sais pas où il est. Et c'est-à-dire que on peut pas poser des questions, on peut pas demander pourquoi. Oui, c'est mal élevé de s'adresser à un adulte. C'est-à-dire on n'a pas droit, l'enfant n'a pas droit de poser des questions, et, obligé d'obéir, c'est tout. Vous êtes alors utilisé, on va dire, par vos parents adoptifs pour... vous êtes alors danseuse au début. Oui, c'est-à-dire que si vous voulez que c'est faire plaisir de mon père adoptif Khmer rouge, parce que je suis chinois, j'ai aucun lien avec Cambodgien, parce que ma peau est plus blanche. Et puis, mon profil est chinois, et pour lui, c'est amusant. Un Chinois qui dansait la danse révolutionnaire, comme en Chine, il fait beaucoup. C'est la danse en groupe, et pour faire démonstration, amusement pour distraire les gens du village. Voilà. Et à partir du moment où votre père, un jour, va revenir avec 2 nourrissons dont vous allez devoir vous occuper, c'est à partir de ce moment-là que votre vie va basculer dans l'esclavage. Oui, l'esclavage, temps complet. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous deviez faire tous les jours ? C'est-à-dire que je dois veiller la nuit dans le biberon. Si l'enfant pleure, il faut que je secoue le hamac pour qu'il ne pleure pas. Il faut que je chouchoute pour y rendormir. Si je ne réveille pas à temps, à ce moment-là, j'ai... Vous aviez cette mère adoptive qui vous traitait très mal quand vous vous occupiez pas assez de ces 2 nourrissons, qui n'étaient d'ailleurs pas les enfants naturels de cette famille. Et vous dites par ailleurs... Oui, parce qu'elle haït les Chinois. Oui, vous dites qu'il y a un racisme endémique des Khmers à l'égard des populations chinoises qui habitent au Cambodge. Oui. Et alors, vous dites souffrir beaucoup de maladies, notamment du paludisme. Paludisme, parce que quand vous êtes en ville, sans vacciner, sans médicaments, ça veut dire que votre corps, il n'y a pas anticorps. Et le peu de moustiques piqués, ça transforme, pourrit rapidement, transforme le cloque, et après pourrit en grattant, parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner. Vous êtes également
vous entendez des témoignages de personnes autour de vous qui relatent des actes de torture et même de cannibalisme. Vous racontez dans votre ouvrage, une femme a été mise à mort et ses bourreaux lui ont mangé son foie. Ben, si vous voulez que je suis honnête, je ne veux pas ni rajouter, ni inventer, c'est-à-dire que les enfants m'ont raconté. Et voilà, j'ai répété les enfants de ce qu'il a dit. Parce que le groupe d'enfants qui sont suivis. Et puis, les gens qui parlent, moi, je répète, j'ai pas vu avec mes yeux, si vous voulez. Que je veux il vous a empêché de venir avec eux, avec ce groupe de bourreaux. Pour regarder qu'est-ce qui se passe. Et ils vous ont raconté après ce qu'ils avaient fait. Ouais, voilà. Heureusement, parce que sinon, c'est resté choquant de entendre un coup de hache dans le dos. Oui, ils plantaient des haches dans le dos de leurs victimes. Voilà. Et ça veut dire ouvre le vent pour prendre ce qu'il y a dedans. Mais si vous voulez que les pays sous-développés, il y a beaucoup de superstitions, qui croient beaucoup de choses qui ne sont pas rien justifiées, vrai ou faux. C'est comme ça que... voilà, que le foie, pour soigner ceci, comment ça s'appelle, vous avez l'espèce, je sais pas quoi, amer, s'appelle, c'est quoi là? Bref, vous êtes victime de mauvais traitements, de maladies, vous êtes la pire des choses, évidemment, violée par votre père adoptif, son oncle et son garde du corps. Donc je ne sais pas si c'est la peine de commenter, en tout cas vous en parlez dans votre ouvrage, donc c'est des scènes extrêmement dures. Oui, c'est extrêmement dur parce que autour de rôle, chacun son tour. Et comme j'ai l'enfant, et en plus je suis l'enfant cambodge-chinois, moi je crois que eux m'ont bien choisi, c'est parce que cette humiliation-là, ça permet de jouir dans l'être humain qui sont nés méchants et jouir de plaisir, de souffrance de l'autre. Parce que je crois que cette souffrance-là, ça fait plaisir à eux. C'est l'enfant de Chinois sont perdus dans la main à eux. Comment, madame, est-ce que vous expliquez justement la barbarie, la perversité de ces individus qui sont autour de vous, avec le recul aujourd'hui? C'est-à-dire que les barbaries, d'abord, moi j'ai dit que la nature humaine, bon ou mauvais, c'est inné. Et quand rajouter éducation, ça c'est secondaire. Vous dites qu'on est bon ou qu'on est mauvais. Voilà, c'est tout. Quand on est bon ou mauvais, on ne peut pas pousser à l'homme commis des actes ignobles à cause d'avoir vécu ça. C'est pour ça que j'ai battu ma vie. J'ai dit, je connais tout le violent, l'humiliation, et je ne veux pas appliquer des choses qu'on me fait voir quelque chose qui fait mal. Parce que je veux prouver âme et indépendant. Le jour de sa naissance est indépendant. C'est pas l'éducation ni religieux, c'est inné, c'est de sa nature. Parce que, si vous voulez que l'être humain, quand le jour il est né, c'est son âme indépendante. Quand il est commis dans le viol ou dans la torture qui aime le mal, c'est parce que sa nature, il a ça. Et c'est simplement le circonstance événement qui existe pour prouver à lui-même que voilà, je suis cette personne-là. J'adore le violent et ça ouvre la porte de montrer tel qu'il est, de sa nature. Votre famille adoptive, madame, vous envoie travailler dans les rizières avec des groupes d'ouvriers et le soir, vous expliquez être confronté à la pratique de l'autocritique. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces séances d'autocritique avec les autres? Les séances critiques, moi je crois que c'est très bien ces séances autocritiques. Ça permet de mettre en question tout le temps sur soi-même. Est-ce que le problème aujourd'hui chez nous, maintenant actuel... C'était des séances organisées par le régime? Par le régime, c'est-à-dire tous les soirs obligés de faire autocritique. C'est pour dénonciation les uns et les autres. Donc c'est pas forcément bien. Autocritique, si vous voulez, que dans autocritique, dans le bien, c'est-à-dire que savoir de ce que tu fais,
ce que tu fais bien ou mal, mais ça, c'est une forme de dictature, si vous voulez. Mais à travers la vision du parti, donc le bien et le mal, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas forcément la même notion, quoi. Oui, c'est pas la même notion. C'est toujours, c'est plus facile à dire que faire. C'est comme ça, autocritique. Quelque part, grâce à cette autocritique, quand je suis en France, je fais beaucoup autocritique moi-même que il faut prendre conscience. Conscience de quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de critiquer les autres. Ça veut dire que tu vis dans le pays des autres, les autres ont le droit de te critiquer. Tu dois accepter. Tu es mis en question toi-même. Permanent. Et à partir de là, que je dis, il faut que je me batte. Éviter de critique. Mais le critique, dans le côté malsain aussi, l'autocritique, ça permet de mettre en question que où je viens, je suis un peuple réfugié politique, j'ai pas le droit de faire quelque chose pas bien en France. Il faut respect. C'est-à-dire que on est dans le pays des autres, on est obligé, soumis dans cette condition de leur culture, de leur tradition, de leurs racines. On n'est pas là pour imposer. Mais vice-versa, les Français, le peuple français qui devrait comprendre aussi, faire effort de comprendre que l'étranger, il ne peut pas tout comprendre. Mais il faut tous les deux parties prendre en conscience on est là pour cohabiter, on n'est pas là pour prouver soumettre et esclave. Vous évoquez également dans votre ouvrage, madame, votre souffrance de la faim, une faim, dites-vous, utilisée par le régime en réalité pour empêcher tout soulèvement populaire. Ça, c'est un système, moi je pense que c'est vrai, parce que quand on a faim, on ne pense rien d'autre. Quand nous, on est réfugiés politiques, on est arrivé en France, on soif la liberté. Et on a accepté de conditions de travail, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de déclaration, ça veut dire qu'on est content d'avoir le travail, de quoi manger, de plus avoir cette torture, que à partir que la faim, on n'est plus faim, et c'est moment-là qu'on peut libérer l'esprit, penser à autre chose. Quand on a faim, on pense qu'à ça. C'est une forme de prisonnier. Après cet épisode dans les rizières, votre famille d'adoption, vous retournez la voir et elle est à ce moment-là victime de la purification. Elle est donc envoyée dans un camp de rééducation. Donc votre père adoptif est assassiné et vous partez avec votre mère adoptive dans ce camp de rééducation. Et là, votre misère, dites-vous, est encore plus grande et vous expliquez, vous ne savez même plus ce qu'est la tristesse. C'est-à-dire, oui, le camp de purification, c'est moins, si vous voulez, on n'a plus l'espace libre, plus que quand on vit dans le temps normal. Parce que c'est le camp de rééducation, on a mis dans un fleuve, l'endroit de fleuve, on ne peut pas échapper nulle part. Voilà, c'est-à-dire qu'on surveillait permanent. Vous êtes prisonnier dans ce camp? Oui. C'est-à-dire on a été surveillé de près. Et vous expliquez qu'il y a des morts tous les jours, parfois plusieurs morts par jour dans votre camp. Donc c'est un camp pour les enfants. Oui, pour les enfants. De 7 à 12 ans. Oui, j'ai vu mort tous les jours et je dors à côté de cadavres. Et puis moi-même, épuisement, que j'ai envie de partir aussi, parce que je souffre trop. Vous rencontrez d'ailleurs de temps en temps des gens bien et vous voyez ça comme de vrais miracles. Oui, c'est un miracle quand des fois on rencontre quelqu'un bien, qui a un geste gentil, dégage la chaleur humaine, et ça, c'est un beau cadeau de la vie. Et je tiens merci à votre émission de me donner cette opportunité d'exprimer. Vous êtes alors libéré à un moment par donc, ce que vous appelez vos libérateurs de ce camp de rééducation. Qui sont ces libérateurs? C'est les soldats vietnamiens qui viennent nous libérer contre les Khmers rouges. Et ce moment-là, oui, c'est libération. Grâce à eux qui nous libéraient, sinon, parce que
s'il reste encore 6 mois de plus, je suis sûre que je suis mort. On va, Blandine Soquet, laisser aux téléspectateurs le soin de découvrir la fin de votre cheminement dans ce livre Ma prison sans mur. Blandine Soquet, j'aimerais savoir comment vous avez vécu la fin, la chute du régime de Pol Pot, le régime des Khmers rouges. Oui, la fin de là, c'est dire que voilà, on trouvait sa liberté. La seule chose qui est heureux, la liberté, de plus avoir la torture de la faim. Ça veut dire qu'on a le droit à aller trouver, on a faim, on peut trouver attraper un rat pour manger ou cafard. On n'a plus cette punition-là. Ça veut dire qu'on a le droit, même à manger de l'herbe, à manger ce qu'on veut. Vous retrouvez votre liberté. Voilà, ça c'est liberté. La première chose, libérer de le torture de la faim, c'est le plus horrible. C'est très dur à vivre, ça empêche de dormir, empêcher de respirer, empêcher de penser quoi que ce soit, que toujours, d'abord il faut remplir le stomac, sinon on ne peut rien faire d'autre. Quand est-ce que vous êtes arrivée en France, madame? Je suis arrivée en 1982. Déjà 16 ans, et j'ai pas moyen d'aller suivre l'école du tout, parce que ma famille, je dois aider ma famille, je travaille sous les conditions d'exploitation de l'esclavage en France, parce que quand on parle pas la langue, même on a le papier, la langue c'est primordial. Et cette langue-là, qu'on n'a pas possédé cette langue-là, on ne peut pas aller loin. On est obligé d'accepter le travail. N'importe qui embauché pour une assiette de riz ou avoir deux, on est content. Pendant ce temps-là, au fil de 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai travaillé pour aider ma famille, payer le loyer et nourrir les 2 sœurs encore petites. Demi-sœurs, c'est d'abord, c'est demi-sœurs. Et voilà, pendant ce temps-là, j'ai mis au service de ma famille, exploité esclavage au service de ma famille pendant 15 ans. C'est-à-dire que de 13 ans jusqu'aux 28 ans, que j'ai jamais vécu ma vie pour moi-même, c'est uniquement que pour la famille. Pour que la famille tenir debout, rester dans la dignité de l'homme. Dignité de l'homme, de ne pas lamenter, de ne pas pleurer, de m'en pitié par l'aide association par-ci, par-là. D'abord, on ne parle pas la langue, c'est trop compliqué. Aller travailler, trouver pas beaucoup de salaire, mais petites choses, au moins, on peut acheter la nourriture, on peut payer le loyer. Et après, à partir de 28 ans, c'est ce moment-là que j'ai mis à mon compte, et là, j'ai affronté encore d'autres obstacles de barrage de langage. Ne parle pas la langue française, c'est capital de la vie, c'est une capitale pour s'en sortir. Avant cet entretien, madame, vous me disiez que vous n'avez pas écrit votre ouvrage pour avoir de l'argent. Non, expliquez-nous pourquoi vous avez écrit cet ouvrage. Mais j'écris ce bouquin-là, premièrement, c'est témoigner l'amour pour ma marraine. Oui. Rendre son hommage. Et l'hommage pour les victimes, près de 2 millions de personnes mortes atroces, que j'ai encore vivants, que ces gens-là, ils ne peuvent pas parler. 2 millions de victimes du régime Khmer Rouge. Mais c'est 1,7 million. Je ne peux pas parler à leur place, comment ils sont mourir, que j'ai vécu aussi. Mais ce que j'ai la chance, j'ai encore vivant. Pour que les gens comprennent qu'il y a beaucoup qui sont torturés, mourir à petite feu, c'est l'atrocité. Et vous me citiez ces mots, madame. Famille, patrie, amour, partage. C'était pour oui, c'est pour mon donner, but. pour rendre, pour que les gens prennent conscience que sans ces mots-là, la vie ne vaut pas. Le livre, mon but, c'est pour que les gens prennent en conscience, pour comprendre où est le bonheur, où est le malheur. Le malheur et le bonheur c'est pas nous qui créons, le bonheur c'est à nous d'essayer de créer le bonheur. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Ce livre, c'est une leçon de vie à toute l'humanité. Quand il a perdu sa patrie, sa famille, la vie ne vaut pas grand-chose. C'est l'amour et le partage, c'est primordial. L'amour, c'est coefficient de la vie. Si les gens détachent de l'amour, de la patrie, de la famille, il ne reste pas grand-chose à faire.
Madame, je rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Ma prison sans mur. C'est votre autobiographie, c'est un documentaire, c'est un livre bouleversant sur cette période du Cambodge sous le règne de la terreur des Khmers rouges. Merci Madame d'être venue sur notre plateau. Merci votre émission, de votre équipe. Bien accueillir, chaleureux, et merci surtout pour tout le monde. Merci madame. Ouais. Merci, au revoir.